Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. La BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, vient d'émettre 5 millions, un peu plus de 5 millions de titres ici à la côte de la Bourse. Cela voudrait simplement dire que tous ceux qui avaient souscrit au dernier emprunt obligataire de la BDAC qui était de 50 milliards de francs CFA peuvent à présent échanger les titres qu'ils ont acquis ou alors ceux qui ne les avaient pas acquis peuvent les acquérir désormais ici à la BVMAC. Et ceci nous donne l'occasion d'aborder cette cotation du jour avec Jean-Jacques Moukoko Elamé, qui est le directeur général de Société Générale Capital Securities et qui est également le secrétaire général de l'Association des sociétés de bourse. Et nous avons le grand honneur de l'avoir sur ce plateau. Monsieur Elamé, merci à vous d'être là. Merci à vous également. Alors, quand on écoute ce que je viens de dire, on se rend compte d'une chose, désormais un peu plus de 5 millions de titres BDAC viennent d'intégrer la cote, c'est-à-dire que désormais on peut les acheter si on ne les avait pas avant, on peut aussi les vendre si on les détenait déjà. Et cela rapidement nous ramène à l'événement du jour. Et je voudrais avant tout que vous puissiez nous donner votre impression déjà sur la cérémonie de cotation de ce jour telle qu'elle a été vécue ici. Merci beaucoup, merci à Afrique Média. Alors c'est une très belle cérémonie de cotation qui s'est tenue aujourd'hui. Il faut dire que cette opération n'a pas été facile. C'est comme vous savez, la BDAC voulait lever les fonds en 2023, fin d'année 2023. Ça n'a pas été possible parce que le marché était saturé en termes d'exposition sur la BDAC. Il faut rappeler que la BDAC est l'actionnaire de référence, l'émetteur de référence du marché aujourd'hui, avec, comme ça a été dit, 30% de détention de l'encours global des titres sur le marché financier. Donc, à peu près 300 milliards, un peu plus. Donc, aujourd'hui, la BDAC a émis depuis 2021 et les principaux acheteurs, investisseurs de ce marché ont acquis les titres et c'était principalement les banques. Donc, en fin 2023, lorsque la BDAC vient lever 100 milliards supplémentaires, les banques disent c'est compliqué, on ne peut pas acheter de nouveaux titres parce qu'en termes d'exposition réglementaire, on atteint nos limites. Ce qui a fait que la BDAC a dû cisailler son opération en deux. Et donc en 2024, ils ont dit ok, on laisse d'abord 50 milliards et on verra la suite après. Donc ce n'était pas facile pour les arrangeurs qu'on félicite, notamment avec le chef des filas de Contractura Capital. C'était vraiment une très belle opération puisqu'ils ont levé plus que le montant prévu. Je pense qu'ils ont levé 54 milliards aujourd'hui contre 50 milliards qui avaient été sollicités. Alors, cette opération est un succès, mais c'est aussi un cas d'école qui démontre les limites que peut avoir le marché financier et notamment le marché secondaire. Mais ces limites-là sont beaucoup plus des opportunités pour essayer de le rendre beaucoup plus liquide et de permettre à des émetteurs comme la BDAC de revenir sur le marché avec la confiance en la capacité des investisseurs à racheter de nouveaux titres. Alors, Monsieur Elamé, on vous écoute et une question arrive rapidement. C'est celle de savoir si, au terme de cet arrangement-là, si effectivement ces actions, ces obligations qui ont été cotées ce jour ici à la BVMA vont facilement trouver preneur. Si on remonte un peu au mois de janvier, on va voir que la BDAC a déjà régulièrement, on va voir que les actions BDAC ont régulièrement été offertes à la vente ici à la BVMAC, un peu plus de 1795 actions, obligations qui n'ont pas trouvé de preneur. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut faire croire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle inscription à la côte, qu'on pourrait avoir qu'on pourrait avoir du dynamisme autour de ces obligations BDAC? Très bonne question. Alors, il faut dire que c'est la première opération à tranches multiples pour la BDAC. Et l'histoire des tranches multiples a commencé avec l'emprunt obligataire de l'État du Cameroun de l'année dernière, auquel nous avons participé et que nous avons structuré. Et pourquoi est-ce qu'on a inséré les tranches multiples? Parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché aujourd'hui, vous avez environ 80% des titres qui ont été émis à l'origine sur les maturités de plus de 5 ans, entre 5 ans et 8 ans. Et à date, vous avez environ 70% de l'encours actuel de ces titres qui reste à rembourser, qui est sur plus de 5 ans. Ce qui veut dire que les investisseurs du marché financier, en termes de titres obligataires,
ont des papiers qui sont longs. Maintenant, la longueur, la durée de ces papiers-là impacte la capacité à les replacer parce que les autres investisseurs du marché veulent des investissements sur le court terme. Et c'est ça la difficulté en fait. Donc ce qu'on a pu faire avec l'État du Cameroun et qui a suivi avec toutes les opérations, le Gabon, Alios et aujourd'hui B2AC, c'est d'adapter les structurations à la spécificité du marché et aux besoins du marché. Donc c'est-à-dire en découpant l'emprunt sur plusieurs tranches pour permettre à des investisseurs qui veulent acheter du 3 ans d'être servis, du 4 ans, du 5 ans, du 6 ans ou du 8 ans, mais que chacun puisse acheter la tranche qui lui convient. Alors, ça a été une réussite pour le Cameroun, pour le Gabon, pour Alios et aussi pour aujourd'hui la B2AC, et principalement pour la B2AC et le Cameroun avec des sursouscriptions, ce qui a pu démontrer qu'on a pu adresser le problème des investisseurs dans notre marché. Donc, ça, c'est une des pistes de solution aujourd'hui. Car l'émission sur le marché primaire en face des tranches, ce qui fait que quand ça passe sur le secondaire, les gens sont capables d'acheter maintenant non plus des papiers à 7 ans ou à 5 ans, mais des papiers à 3 ans, à 4 ans, sur le court terme. Ça vient améliorer le dynamisme en fait. Et on le voit notamment sur ce qui se passe sur le marché secondaire relativement aux emprunts qui sont à tranche. Par exemple, le Cameroun est sur 3 ans, mais la première tranche est déjà à 2 ans aujourd'hui, puisqu'on l'a émis l'année dernière. Alors, pour rendre dynamique le marché secondaire, ce sont des solutions comme celle-là. Le trenching permet a posteriori d'améliorer la liquidité du marché. Ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui sont développées aujourd'hui sur lesquelles nous travaillons. Mais je suis confortable sur le fait que aujourd'hui, l'emprunt obligataire de l'État de la B2AC à tranches multiples va permettre un dynamisme beaucoup plus important vu que les tranches ont déjà fait le travail. Alors, quand vous évoquez ce dynamisme-là, on voit aussi en quelque sorte les investisseurs institutionnels ou alors les banques, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une plus grande ouverture qui permette à des investisseurs qui n'ont pas ce genre de contraintes-là, liées notamment à leur activité, de pouvoir investir. Je parle ici du particulier lambda qui normalement devrait également placer son argent ici à la BVMAC. Alors, qu'en est-il concrètement au niveau de la diversification de ces investisseurs-là pour sortir des investisseurs institutionnels classiques ou alors corporate classiques? Très bien. Alors, sur les tranches, les objectifs sont les suivants. C'est dynamiser, enfin étendre la base d'investisseurs principalement, permettre d'avoir des opérations à plusieurs taux et avec des pondérations qui font que pour l'émetteur, quand il fait, même s'il a plusieurs tranches, quand il fait la somme et qu'il calcule son taux de sortie global, c'est en ligne avec ses attentes, même si les taux sont élevés, mais la pondération des tranches fait que le taux moyen est confortable. Ça, c'est le côté émetteur. Côté investisseur, cette technique de tranching permet effectivement de servir les investisseurs selon leur maturité. Alors, ça, c'est la partie technique. Maintenant, il y a un besoin de commercialisation beaucoup plus important. Mais le besoin de commercialisation demande de l'éducation financière. C'est là qu'il y a le gros challenge. L'éducation financière, principalement au niveau des particuliers, ce sont des choses aujourd'hui qui se font opération par opération, mais les professions, notamment l'association des sociétés de bourse et l'association des sociétés de gestion, font au quotidien un gros travail d'éducation financière qui, bien entendu, est à ses débuts et qui va s'étendre sur la durée avec l'appui de la BVMAC et avec surtout l'appui de la COSUMAF. Donc, il y a un travail d'éducation financière qui est important pour permettre aux gens de saisir que la bourse est une source de placement de revenus alternatifs. Et ce travail-là, il y a une perception déjà peut-être erronée de ce qu'est la bourse. Et il est vraiment dans le devoir de mieux communiquer sur ce type d'opération-là. Donc, je pense que sur le plan technique, on a trouvé déjà des solutions. Maintenant, il faut c'est pas qu'il faut, mais ce qu'on fait, c'est qu'on renforce l'éducation financière aujourd'hui. Monsieur Moukoko, renforcer l'éducation financière peut être aussi peut passer par une admission à la côte d'entités qui sont très populaires, qui sont connues des ressortissants de la sous-région. Est-ce que vous y avez pensé? Les États d'Afrique centrale ont mis en avant
les sociétés publiques. Et il est vrai que tout le monde a l'attention dessus aujourd'hui, mais sur notre marché, je pense que la finance et la culture vont ensemble. Si vous proposez un produit financier ou une logique financière qui est équivalente à ce qui se passe à Wall Street ou à Euronext, ça ne marchera pas ici. Il faut à chaque fois que les instruments financiers, la logique financière soit adaptée à la culture locale. C'est-à-dire, par exemple, le système des tontines peut mieux passer, peut mieux être intégré à la bourse, par exemple, qu'autre chose. Mais en France ou aux États-Unis, ça peut ne pas être la même chose. Donc, il y a ce challenge-là d'adapter les instruments financiers, la logique financière à la culture locale. En ce qui concerne les entreprises publiques, comme je disais, on a l'attention dessus. Maintenant, quand on regarde notre marché, le secteur financier de manière globale, les PME et les grandes entreprises ou les startups ont des difficultés à se faire financer. La bourse vient essentiellement trouver des solutions de financement obligataire et actions. Donc, action, c'est plus le haut de bilan. Il faut être capable de démontrer à telle ou telle structure que là, elle n'a pas besoin d'une dette, elle a besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Et je pense qu'on a beaucoup de PME dans le secteur bancaire qui n'arrivent pas à se faire financer parce que, par exemple, elles sont sous-capitalisées. Maintenant, l'obligation de venir à la bourse ou l'opportunité de venir à la bourse peut être justifiée, mais il faut un gage de transparence, il faut un gage de bonne gouvernance sur lequel les entrepreneurs doivent pouvoir s'investir. Donc, on y a pensé, on travaille dessus, on travaille avec beaucoup de sociétés qu'on veut convaincre de venir à la bourse. Beaucoup ont des a priori parce qu'elles se disent que bon, c'est compliqué et est-ce que je vais rester détenteur de mon capital? Est-ce que je vais contrôler ma société? Il y a des techniques financières qui permettent de garantir ces éléments-là. Ça, je rassure vraiment. Ça permet de garantir le fait que même si on vient en bourse, on va garder le contrôle de sa structure. Mais il y a un effort de gouvernance, de bonne gouvernance à faire, à mettre en place. Aussi, il y a la question de la fiscalité. Dans nos pays africains, il y a souvent le phénomène de la double fiscalité. Parce que les gens veulent pouvoir rentabiliser et ne pas se faire trop absorber par les impôts. Et je sais qu'aujourd'hui, les plaidoyers qui sont faits, c'est qu'il y ait une sorte je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas si on peut dire pardon fiscal de la part de l'État. Oui, on en parle dernièrement. Et d'ailleurs, je vous poserai une question là-dessus tout à l'heure. Fermer les yeux sur ces structures-là qui font l'appel public à l'épargne, qui n'ont peut-être pas déclaré tout ce qu'elles devaient déclarer, mais là, si elles font appel public à l'épargne, c'est pour se développer. Si elles se développent, ça fait des impôts supplémentaires pour l'État, qu'il y ait une sorte d'indulgence fiscale. Ça, c'est un des freins. Mais sur la partie technique, on est en mesure aujourd'hui de satisfaire, de convaincre ces structures-là de venir sur la bourse. Et c'est ce qui s'est fait déjà. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'il faudrait aussi envisager une autre réforme du marché financier en lui-même? On sait que pour ce qui est du capital, il faut un minimum qui est quand même assez élevé pour pouvoir faire une entrée en bourse. Oui. Est-ce qu'une réforme pourrait être envisagée dans le sens de permettre à des entités qui ont de très fortes perspectives de croissance et aussi qui sont bien gérées de pouvoir lever du capital à partir de la BVMAC? Bon, je pense que les éléments sont déjà là. Parce que la BVMAC a plusieurs compartiments. Sur le compartiment action, une PME peut mobiliser des fonds à très petite échelle. Et vous savez, même les levées de fonds sur la partie action ne sont pas souvent énormes. C'est des 2, 3, 4 milliards qui se lèvent. Donc, ça peut être des centaines de millions qui sont faits côté PME ou grande entreprise. Donc, aujourd'hui, je pense que les instruments sont déjà là. Il faut les utiliser avant qu'on passe sur des choses beaucoup plus complexes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les actions, vous avez les obligations, mais ces éléments-là ne sont pas utilisés de manière maximale. S'il faut faire une réforme demain, pour moi, c'est sur la question de fiscalité qui permet d'attirer plus d'investisseurs, mais aussi d'émetteurs. Mais si on fait des réformes sur les produits, notamment les options d'achat, les options de vente, les dérivés, ces choses-là, là on entre dans d'autres types de complexité pour lesquelles peut-être ce n'est pas encore le moment. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, les réformes que la COJUMAF a faites, notamment en ce qui concerne les fonds d'investissement alternatifs,
les fonds communs de placement entreprises et la participation des actifs numériques et tout ça, c'est déjà des réformes sur lesquelles il y a beaucoup de travail d'implémentation à faire. Donc on peut déjà s'arrêter là parce que c'est beaucoup, mais il faut que la plus grosse réforme à faire, c'est l'éducation financière. Nous les acteurs, on a le devoir, l'obligation de rassurer, de démystifier et d'indiquer aux différents émetteurs, vous pouvez venir à la bourse. Si le marché bancaire est compliqué, venez à la bourse. Ça vous demande un cadre de gouvernance qui est peut-être contraignant, mais qui est intéressant pour vous aussi. On va terminer, M. Mokoko, en revenant sur l'événement du jour, à savoir cette cotation des actifs du dernier emprunt obligataire de la B2AC de 50 milliards de francs CFA ici sur place. On l'a rappelé, désormais, ceux qui avaient acheté peuvent revendre en donnant justement un ordre auprès de la société de bourse qui avait été intermédiaire au moment de l'achat, ou alors ceux qui ne les avaient pas achetés peuvent les acheter désormais simplement en donnant aussi un ordre à une société de bourse qui peut agir en leur place ici à la BVMAC. Et donc tout cela montre effectivement que l'Afrique centrale a son marché financier qui lui permet de pouvoir échanger notamment les valeurs mobilières. Et vous, en tant que secrétaire général de l'association des sociétés de bourse, vous êtes effectivement là pour sensibiliser, pour porter ce message-là de promotion de cette place financière. Quel est le dernier mot que vous pouvez avoir? Bon, le dernier mot que je pourrais dire, c'est que notre marché est prêt. Tous les ingrédients sont là. Il y a un travail de maturation, il y a un travail de développement qui est à faire. Il faut une participation des acteurs, il faut de la cohésion, il faut rassurer. Vous savez, si on parle de manière globale du secteur financier, il y a plusieurs lignes. 1000 milliards de francs CFA entrent à la fois chez les banques, chez les microfinances, chez les assureurs, chez les sociétés de bourse, chez les asset managers. Et tout le monde se bagarre pour sa pomme. Mais ce marché-là peut être harmonisé en réalité. Et aujourd'hui, le marché financier est un véritable marché alternatif qui peut faire énormément de choses et en complément des autres marchés. Donc, en tant que secrétaire général de l'association des sociétés de bourse, je vous confirme, et aussi avec nos confrères des associations des sociétés de portefeuille, de gestion de portefeuille, je vous confirme que le travail d'éducation est en marche. Le travail d'éducation financière. On a aujourd'hui la chance que le régulateur aussi s'implique pleinement, en plus de la BVMAC. Les émetteurs de référence comme la B2AC sont des exemples à suivre, pas seulement de la part des États, mais surtout de la part des entreprises privées aussi, qui peuvent voir qu'on a des gens comme ça qui arrivent à venir émettre sur le marché, se faire financer de manière alternative, et aussi à des taux qui sont compétitifs. Donc moi, j'encourage, au nom de l'association, vraiment les émetteurs à venir. J'encourage également les investisseurs à venir et nous, on va se rapprocher de tous ces gens-là pour continuer ce travail d'éducation financière. Et vous préconisez également, vous recommandez une diversification des placements, notamment avec le placement sur le compartiment action que vous présentez comme étant également très intéressant. Vous avez tout à l'heure dit qu'on peut avoir des taux d'intérêt à deux chiffres sur ce compartiment-là, ce qui est très difficile actuellement sur le compartiment obligation où il y a une véritable ruée finalement. Peut-être que le défaut, c'est qu'on ne communique pas comme il faut. Mais les entités historiques qui sont à la bourse aujourd'hui, pour certaines, dans certains secteurs d'activité, de l'agro-industrie notamment, ont des rendements globaux à deux chiffres. Et ça, on ne le sait pas. Mais c'est la vérité. Vous mettez les actions, enfin les dividendes sur les actions, mais aussi les plus-values sur les différentes actions. Donc ces rendements à deux chiffres-là font que quelqu'un qui a acheté une action et qui a acheté une obligation a deux instruments différents, mais qui proposent une rentabilité élevée. Et les actions peuvent paraître simples, mais elles sont plus risquées, mais elles sont plus rentables. Et c'est le cas aujourd'hui. Les obligations ont l'avantage d'avoir un planning de remboursement qui est connu, contrairement à ce qu'on a pour les actions. Mais ça ne veut pas dire que les actions ne sont pas rentables. Merci à vous, M. Mokoko, d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine pour nous apporter ces éclairages autour de notre marché aujourd'hui et surtout de la perception que vous avez en tant que spécialiste et aussi en tant que membre de l'association des sociétés de bourse. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup.